penser ou à agir d'une certaine manière. Alors, bon, je vais peut-être entrer dans le vif du sujet. En quoi c'est très différent de la question de l'autorité? Vous me permettrez de commencer par une citation de la philosophe Hannah Arendt, qui écrivait: puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par argument. Vous voyez, on a basculé, pour aller très vite, d'une société fondée quelque part sur l'autorité, la tradition, etc., y compris dans la substance éthique des métiers. Donc, il faut confondre autorité et autoritaire, c'est un problème, on n'a pas le temps d'y parler, si vous voulez, à une société qui est une société du spectacle, une société de la consommation, et une société où il s'agit de quadriller normativement les populations et de les normaliser, de les surveiller, de les contrôler et de les normaliser, c'est-à-dire de les corriger. Alors, si on veut évoquer justement ce qu'il en est aujourd'hui de la question politique, où on voit bien que finalement la démultiplication des dispositifs de normalisation, et dont l'école, bien évidemment, fait partie. Dans l'école, comme la médecine d'ailleurs, elles sont en première loge. Ça fait partie de ce que Freud appelait les trois métiers impossibles, c'est-à-dire éduquer, gouverner et soigner. Or, il est évident que la manière, si vous voulez, d'éduquer est indissociable de la manière de gouverner. Donc, ce à quoi vous avez affaire aujourd'hui, jusqu'à y compris dans la relation avec l'élève, est quelque part le microcosme du modèle de comportement tel qu'il est prescrit par une manière de gouverner. C'est le miroir de la société qui se reproduit dans l'éducation. Voilà, le miroir de la société et, si vous voulez, le miroir d'une forme de gouvernement privilégié à un moment donné. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, il va de soi que la manière dont gouverne Emmanuel Macron, pour aller très vite, c'est essentiellement, si vous voulez, de s'adresser directement au peuple, par exemple. Lorsqu'il dit qu'il est le dernier rempart contre les populismes, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que d'une certaine manière, on sait bien, en quelque sorte, que la crise des démocraties libérales produit aujourd'hui l'émergence de démocraties illibérales, c'est-à-dire de démocraties autoritaires, c'est vrai, mais ce qu'il ne dit pas... Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même une forme de populisme. J'avais parlé d'extrême centre, c'est-à-dire de s'adresser directement. Alors, là aussi, je n'ai pas trop le temps de développer, mais on a dit qu'on aurait un peu une causerie. Donc, mais, vous voyez, c'est intéressant, par exemple, lorsqu'il a une conception de la démocratie et de la République assez étonnante. Dans une déclaration, il dit, par exemple, que le peuple n'a pas voulu la mort du roi en 1795. Comment il le sait, il n'était pas né, moi non plus, je suis plus âgé, et le peuple n'a pas voulu la mort du roi, et que depuis, il y a dans la démocratie quelque chose d'incomplet. Il parle de l'incomplétude de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une place vide. Et il dit cette place vide, c'est finalement ce qui fait le handicap de cette démocratie, et cette place n'a été occupée qu'à certains moments, le moment napoléonien, le moment gaulliste, et on a envie d'ajouter le moment macronien. Sauf qu'il se trompe complètement, parce que si vous prenez tous les travaux de Claude Lefort, par exemple, ce qui fait l'invention de la démocratie, c'est la possibilité de cette place vide, qui constitue à la fois la place de l'indétermination, donc d'éviter d'assigner les sujets à des places, et qui, d'autre part, fait le lieu même à partir duquel, dans le dialogue démocratique, on peut penser, on peut échanger, on peut décider. Donc, en quelque sorte, on voit bien qu'il y a une conception bonapartiste, napoléonienne du pouvoir. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de nommer les directeurs, etc., mais on est en plein de toute façon dans cette conception-là. C'est-à-dire qu'en gros, va se déplier jusqu'aux extrémités des institutions, qu'elles soient scolaires ou qu'elles soient médicales, vous voyez, c'est pareil au niveau de l'hôpital, on voit se déplier les mêmes formes de gouvernement des conduites. Alors, il
il y a un autre point sur lequel il s'appuie aussi, c'est la garde prétorienne dont il s'est entouré, n'est-ce pas? C'est-à-dire de hauts technocrates qui connaissent parfaitement le milieu des affaires, le milieu des médias. Donc là aussi, il y a une hybridation. Il s'est donc entouré de clones qui lui ressemblent et qui renvoient en quelque sorte sa propre image. Bon. Il va de soi que vous allez avoir la même chose au niveau, je dirais, de l'organisation des établissements scolaires. Et puis enfin, il y a justement donc, le numérique, c'est-à-dire effectivement que la République en marche, elle s'est d'une certaine manière constituée comme mouvement et non pas comme parti, à l'image même du mouvement 5 étoiles avec Beppe Grillo en Italie. C'est-à-dire que c'est davantage sur le modèle du clic que sur le modèle de la militance, sur le modèle des débats, sur le modèle, si vous voulez, de l'organisation traditionnelle des partis. Donc, là encore, là, vous avez, si vous voulez, et je vais commencer, ne vous inquiétez pas, mais j'attendais qu'il vienne justement. Donc je chauffais un peu à ça. Voilà. Donc vous avez en quelque sorte, n'est-ce pas, au niveau même de l'organisation des établissements d'enseignement, vous avez l'infiltration des formes de gouvernement qui ont été choisies, qui sont présentées comme des méthodes et non pas comme des idéologies. Alors, moi je suis très camusien. Camus disait il y a toujours des métaphysiques derrière les méthodes. Je suis aussi très Walter Benjamin. Benjamin disait il y a toujours de la théologie qui se cache derrière l'ensemble des méthodes organisées. Donc c'est clair que vous avez une théologie entrepreneuriale, n'est-ce pas, celle effectivement du représentant de la financiarisation de l'économie, mais pas seulement de l'économie, de la financiarisation de l'ensemble des secteurs sociaux, culturels, politique de l'existence ordinaire, on en parlera tout à l'heure par rapport à l'évolution, et qui procède à la fois par cette espèce de trépied dont je vous ai parlé, c'est-à-dire effectivement le pouvoir consulaire, le pouvoir bonapartiste, je n'ai de compte à rendre qu'à mon peuple, il a écrit, n'est-ce pas, et donc effectivement, à partir de là, je peux fabriquer une nation, un start-up, et avec l'usage de la technologie, on voit bien comment justement le numérique vient remplacer d'une certaine manière l'espace de dialogue, l'espace de parole qui est devenu inutile. Alors, pourquoi c'est cette conception du pouvoir qui, encore une fois, rien d'autre que les réformes Margaret Thatcher Ronald Reagan des années 80, réhabilitées, remises au bout du jour avec les nouvelles technologies. C'est la même chose. Et ça échouera d'ailleurs sans doute de la même façon. En quoi c'est très différent de la question de l'autorité, j'ai choisi, pour commencer justement cette petite causerie, j'ai choisi de vous raconter un conte que vous m'entendez pas. Et vous voulez pas avancer? Logiquement, moi je viens. Est-ce qu'on peut monter le son? Là c'est bon. Non, mais ça ça va. va. Ah non, c'est parfait. moi je voulais pas gêner, je pensais qu'il y avait d'autres causeries comme tout à l'heure. Enfin, il y en a, mais. Il y en a, bon. Il y en a, on s'en fout, c'est ça? D'accord. Ok. Donc j'avais pensé, quand vous parlez, si vous voulez, l'autorité, elle est quand même constituée quelque part, et si vous voulez, de la coagulation de nos attentes et de nos croyances. Il n'y a pas d'autorité sans fiction, il n'y a pas d'autorité sans récit. Sauf quand effectivement l'autorité échouant, elle vient de manière palliative remplacer, si vous voulez, sa fonction d'attrait, d'appôt des fictions et des croyances par quelque chose qui est le quadrillage normatif des conduites, avec notamment le numérique, mais pas que le numérique, c'est pas de l'administration, c'est pas de la police, c'est ce que vous voulez. Alors, pour essayer de bien montrer la différence entre ce que Foucault appelle la relation de pouvoir et d'autorité, j'ai choisi de vous raconter un conte que vous connaissez, d'Andersen, qui a été publié en 1837, qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Donc, vous vous souvenez sans doute de ce conte, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment la revanche de l'enfance contre l'hypocrisie des adultes, contre le conformisme social, mais ça nous donne la voix aussi sur ce qu'il est né de notre aveuglement parfois face au pouvoir. Le conte, vous le connaissez, il y a de longues années, il vivait un empereur qui aimait plus que tous les habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait ni de ses soldats, ni du théâtre, ni du sport, etc. Il ne pensait qu'à une chose, c'est avoir de nouveaux habits. On disait de l'empereur, il est dans sa garde-robe. Aujourd'hui, on dirait, il est dans sa com, et ça nous coûte même un pognon de dingue.
Alors, justement, cet attrait très narcissique, vous vous en doutez, pour les beaux habits, va le conduire à succomber à une escroquerie. L'escroquerie, vous souvenez quand ces deux escrocs qui arrivent donc auprès de l'empereur, qui prétendent être tisserands et capables de confectionner les plus beaux habits du monde, à condition qu'on leur donne bien sûr le matériau ad hoc, c'est-à-dire l'or, l'argent, la soie, etc. Et vraiment, il n'y a aucune rivalité possible. Simplement, ces habits ont une particularité, ils sont invisibles aux yeux des imbéciles ou de ceux inadaptés à leur fonction. Par exemple, là, déjà dans l'évaluation. Alors bien sûr, les deux filous qui se prétendent tisserands se font livrer l'or le plus précieux, les diamants les plus recherchés, la plus belle fois du royaume, et ils font mine, nuit et jour, de tisser un habit qui n'existe pas, et ils restent même très tard, donc dans la nuit, devant leur métier vide. Alors, au bout d'un certain temps, vous vous en doutez, l'empereur qui avait envoyé l'or, l'argent, les diamants, la soie, se demande quand même où ils en sont, et il envoie, n'est-ce pas, il envoie quelque chose comme son Premier ministre, une espèce d'Édouard Philippe, son premier chambellan, voir un peu dans quel état d'avancement se trouvent ses habits. Alors, n'est-ce pas, le chambellan arrive, et il voit le métier à tisser vide, mais enfin, il ne peut pas dire qu'il ne voit rien, parce que s'il dit qu'il ne voit rien, c'est, n'est-ce pas, admettre l'idée que c'est un imbécile ou qu'il est inadapté à sa fonction. Bon. Je vous la fais courte, je vous la fais simple. Tout le gouvernement défile devant le métier à tisser vide, et tous s'extasient devant la magnificence et de la beauté de ces habits qui n'existent pas. Comme vous le savez, l'empereur lui-même va devant le métier à tisser, n'est-ce pas, et lorsqu'on lui montre des habits qui n'existent pas, il ne peut pas avouer, un empereur, ça ne peut pas avouer, soit que c'est un imbécile ou qu'il est inadapté à sa fonction, il s'extasie également devant la magnificence des habits. Donc les deux escrocs poussent la blague jusqu'à décider l'empereur de défiler dans son royaume, habillé que de ses seuls habits. C'est comme ça que l'empereur a défilé à poil dans son empire. Et, n'est-ce pas, bien évidemment, il se promène comme ça, avec des chambellans qui font semblant de porter une traîne qui n'existe pas, sauf qu'à un moment donné, dans la foule, il y a un tout petit enfant qui s'écrie « mais il est nu ». Et là, bien sûr, l'empereur tremble un peu, le peuple tressaute, mais les chambellans continuèrent de porter la traîne d'habits qui n'existait pas. C'est ça le pouvoir. C'est nous qui l'habillons. C'est nous qui le recouvrons de nos attentes, de nos illusions, de nos mirages, de nos fictions. Ainsi va le pouvoir et notre complaisance à nous y soumettre. Il passe et nous ne voyons pas qu'il est. Alors, on peut se demander, je ne veux pas abuser de notre temps, mais on peut se demander qu'est-ce qui nous pousse, si vous voulez, finalement, à recouvrir le pouvoir, n'est-ce pas, de ses habits, et à lui donner d'une certaine manière ce que les Lévi-Strauss appellent une efficacité symbolique. Et il ne faut pas croire que parce que quelque chose est imaginaire, que ça n'a pas d'effet, bien sûr, dans la réalité. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai un peu de temps, mais toute l'œuvre de Durkheim, qu'on pose comme un positiviste, n'est-ce pas, abominable, etc., toute l'œuvre de Durkheim, insiste beaucoup là-dessus, aucune des catégories sociales n'a d'abord été précédée d'une catégorie religieuse. C'est-à-dire que le social, fondamentalement, il est d'essence sacrée. Si on ne veut pas dire religieux, parce qu'il y a aussi une spiritualité laïque, il est sacré. Et c'est cela qui le fait fonctionner. Et donc, c'est peut-être ce qui nous soumet, encore une fois, dans nos actions les plus quotidiennes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la croyance. Le pouvoir est efficace parce que, si vous voulez, il y a de la croyance. Ça, au moins, même les marchés le savent. Relisez aussi bien l'école de Chicago que Keynes, etc. C'est la croyance, c'est-à-dire c'est la confiance, on va dire la foi. La confiance et la foi, c'est la croyance qui fait fonctionner les choses. Et donc, il n'y a rien dans tout ce que nous faisons qui ne soit quelque part traversé, justement, par du sacré, traversé par des fictions, traversé par de la croyance. Même Hobbes avec le Léviathan, c'est ce monstre marin qui donne naissance, si j'ose dire, comme métaphore, à l'État confisquant l'ensemble de notre agressivité, de notre violence, de notre pouvoir. Même Hobbes dit, n'est-ce pas, ils fictionnaient et ils croyaient à leur fiction. C'est-à-dire que l'État n'est rien si vous ne croyez pas, quelque part, en la puissance de l'État.
je fais vite et je fais simple, encore une fois, on peut prendre le droit, on peut prendre le social, on peut prendre la culture. Il y a fondamentalement une essence, une substance sacrée qui le détermine. Au passage, quand vous prenez l'histoire des habits neufs de l'empereur, et ça c'est quand même quelque chose qui, pour des gens qui sont des résistants, puisqu'ils visent à un acte de création, qui est quand même à entendre, ce ne sont pas les lumières critiques de la raison qui disent la vérité. C'est quelque chose de l'ordre de l'enfance. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors là aussi, pour quelqu'un comme moi qui suis passionné de Walter Benjamin, c'est quelque chose, la révolte, elle a aussi à voir avec la possibilité d'entendre l'enfance, l'enfant en nous, c'est-à-dire une capacité de donner poétiquement le monde. Et ne vous trompez pas, là aussi je n'ai pas le temps de développer, on verra peut-être dans le débat, ne vous trompez pas, Blanquer, c'est très clair, il veut éliminer les humanités. Il veut éliminer les humanités. Il veut éliminer les humanités et les remplacer par les humanités numériques. Il faut vous reporter une conférence de 1959 d'un certain monsieur Charles Snow qui avait déjà donné la clé, à commencer à Cambridge. Il faut éliminer tout ce qui est histoire, philosophie, art, littérature, etc. Et le littéraire à l'intérieur du scientifique. Parce qu'il faut vraiment être très borné pour ne pas savoir, je parler sans doute des scientifiques, un petit peu d'épistémologie, il faut être borné pour ne pas savoir que toute la science est traversée aussi par les humanités. Si vous prenez quelqu'un comme Niels Bohr, n'est-ce pas, un physicien quantique, qui invente notamment le principe de complémentarité, deux théories sont vraies, mais sont exclusives l'une de l'autre pour donner l'origine corpusculaire ondulatoire si vous voulez, de la lumière. Bien, si vous prenez Niels Bohr, il est inspiré, il le dit, par Kierkegaard. Si vous prenez Heisenberg, si vous prenez Einstein, il y a en quelque sorte, chez les neuroscientifiques, ce besoin, cette avidité par rapport à ces denrées mentales de l'humanité. Et c'est de ça dont Blanquer, mais pas que lui, il n'est que le monsieur loyal, si vous voulez, d'une longue lignée, qui veut éliminer tout ce qui n'est pas fonctionnel, qui veut éliminer tout ce qui ne relève pas d'une pure et simple rationalité instrumentale. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes dans des établissements scolaires qui sont beaucoup plus proches des écoles de formation des esclaves au 5e siècle avant Jésus-Christ que des écoles de formation du citoyen. N'oubliez pas, au 5e siècle avant Jésus-Christ, au siècle de Périclès, la démocratie grecque, pour aller très vite, eh bien, n'oubliez pas que le petit Athénien, il apprend la médecine pas pour devenir médecin, il apprend l'astronomie pas pour devenir astronome, la physique, le droit, etc. Non, il apprend tout cela pour se former au mieux d'une capacité qu'il va mettre ensuite à l'usage de la cité. Et qui est formé de manière très spécialisée, pourrait-on dire, avec des modules de compétences, qui est complètement idiot d'ailleurs, parce qu'en plus, ce n'est pas des compétences, c'est des performances, c'est n'importe chose, pas de problème. C'est justement l'esclave. Parce que l'esclave va être appelé à devoir justement acter un certain nombre, si vous voulez, de gestes pour produire ce qu'il doit produire. Alors, très vite. Pourquoi finalement, pourquoi, je vais essayer de vraiment de condenser mon propos, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin, c'est un point très important, parce qu'il faut bien voir que là, il y a eu un courage assez extraordinaire des différents révolutionnaires, pas seulement les révolutionnaires français, mais les révolutionnaires américains, etc. Qu'est-ce qui fait que de pouvoir affronter cette vérité nue? Qu'est-ce qu'il y a d'insoutenable? Alors, je fais vite et je fais simple, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, c'est que, d'abord, le pouvoir, il faut quand même le rappeler, il s'exerce sur des sujets humains, pour être véritablement un pouvoir, qui doivent être considérés comme libres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une liberté, et notamment une liberté de le refuser, ce pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Il y a violence, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a coercition. C'est pour ça d'ailleurs que la relation maître-esclave n'est pas véritablement une relation de pouvoir. Il reviendra, parce qu'elle est saturée, elle est déterminée. C'est un point important. Arendt dit, l'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Et Foucault reprend cette idée au niveau de la relation de pouvoir. Il a même cette formule qui doit beaucoup nous inspirer
par rapport à ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Il dit, si vous voulez connaître la nature d'un pouvoir, il faut analyser les formes de résistance qui y résistent, qui s'y opposent. Donc si vous voulez connaître le pouvoir macronien, il faut connaître aujourd'hui les formes de résistance qui s'y opposent, etc. On peut dire de toute l'histoire pour aller vite des pouvoirs. C'est très important, je vais y revenir, c'est très important dès lors que la relation de pouvoir dont je vous parle est une relation de gouvernement. Et je voudrais, dans le texte de Foucault de 1982, il donne une remarquable définition de ce dont il est question. J'espère que je suis clair, ça va? Oui. Bon. Il dit l'exercice du pouvoir consiste à conduire des conduites et à aménager la probabilité. Le pouvoir, au fond, est moins de l'ordre de l'affrontement entre deux adversaires ou de l'engagement de l'un à l'égard de l'autre que de l'ordre du gouvernement. Et il précise, c'est pour ça que vous le vouliez ou non, il y a une relation de pouvoir, bien sûr, dans votre métier, et d'une certaine manière, vous gouvernez, vous vouliez, il vaut mieux l'assumer, vous gouvernez quelque part, pas, vos classes, en tant que vous conduisez la conduite des élèves. Mais il y a plusieurs formes, et c'est de là, on va y revenir, et il donne cette définition, Foucault, il faut laisser à ce mot de gouvernement la signification très large qu'il a eue au XVIe. Il ne se référait pas seulement à des structures politiques et à la gestion des États, mais il désignait la manière de diriger la conduite d'individus ou de groupes. Donc vous voyez, en gros, pour faire vite, pour faire simple, dans la relation d'autorité incluse dans les dispositifs de transmission des connaissances, et encore une fois, autorisé, pas du tout autoritaire, l'autoritarisme, c'est ce qui a perdu l'autorité, c'est un problème. Eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de gouvernement, et cette forme de gouvernement, donc, elle est quelque part déterminée par la substance politique du gouvernement qui, à un moment donné, est privilégié au niveau le plus haut de l'État. Ça va, je suis clair? Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est bête, c'est simple, mais il y a de la substance politique dans l'ensemble de nos métiers. Eh bien, il va de soi, qu'est-ce qui compte? C'est la logique d'audimat. C'est-à-dire, n'est-ce pas, le nombre d'auditeurs, le nombre de lecteurs, le nombre de spectateurs, le nombre de commentaires, hein, même si après une émission sur France Inter, France Culture, j'ai des postes du CIE, Gorille, un sale con, etc. Ça ne dit rien, il y en a plein. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de commentaires, n'est-ce pas, l'émission a bien évalué, ma prestation a bien été, je suis un bon client, a bien été évaluée, le journaliste est bien évalué. Donc on est dans une logique, on en parlera tout à l'heure par rapport à l'évaluation, où tout se passe comme si la qualité était une propriété émergente de la quantité. Donc vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas si je suis très clair, mais une colonisation des mœurs, c'est vraiment une colonisation des esprits. Et donc l'enjeu est majeur. C'est-à-dire que la réussite politique d'un gouvernement aujourd'hui ne sera pas simplement une majorité qu'il pourra avoir au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce sera ce qu'il aura réussi à transformer de la substance politique de l'ensemble de nos métiers. D'où l'importance de la réforme Sarkozy, d'où en quelque sorte ensuite leur version light avec Hollande, et aujourd'hui la version beaucoup plus radicale, beaucoup plus dure, avec Macron qui finalement fait ce que Sarkozy avait rêvé. Juste pour faire le lien par rapport avec en même temps une perte d'autorité, c'est-à-dire qu'on perd d'autorité au sens où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais très vite, mais dans l'autorité, il y a quelque chose où, si vous voulez, la fonction même est hantée par le fantôme des rois thaumaturges, et hantée par la force du sacré, la force du religieux. Deux mots sur les rois thaumaturges de Marc Bloch, et après je passe au numérique. Vous vous souvenez sans doute de ce travail remarquable de l'historien Marc Bloch, les rois thaumaturges, études sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale en France et en Angleterre. Et il avait analysé les rites de guérison des écrouelles ou de l'épilepsie par la main royale en Angleterre et en France. Et ce miracle royal se présentait comme justement l'expression d'une conception du pouvoir politique. Le pouvoir politique vrai, c'est ça. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, le peuple croira dans la puissance d'un président le jour où il va guérir les écrouelles ou quelque chose de métaphorique comme la crise, pour aller vite. Bon, là aussi, je n'ai pas le temps de parler, mais il faut reprendre toute cette analyse et bien sûr la réactualiser avec les mots dont nous souffrons. Mais, vous voyez, en quelque sorte, si nous acceptons d'être possédés par le pouvoir, il faut l'entendre au sens d'une possession diabolique,
C'est-à-dire que nous nous offrons à cette possession. Et si en quelque sorte, à un moment donné, nous n'y croyons plus, ça ne marche plus. Par exemple, si vous prenez le rituel des écrouelles, Marc Bloch rappelle comment ça marchait très bien avec Louis XIV, ça marchait très bien avec Louis XIII, etc. Mais Louis XV, il avait une vie dissolue, on n'y croyait pas, ça ne marchait plus. Alors Louis XVI, je ne vous dis pas. Et qu'ensuite, au moment de la Restauration avec Charles X, les étroits royalistes ont essayé de renouer avec la pratique des rituels, ça a tellement merdé qu'on a vite caché Charles X, il en a arrêté. C'est qu'en gros, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il faut quelque chose, ce qu'on appelle la confiance, encore une fois, c'est l'ordre de la foi, c'est l'ordre de quelque chose que nous donnons, mais qui n'appartient pas. C'est comme la relation d'amour, vous savez bien une relation d'amour. Hein. Vous vous souvenez dans les Bretons, c'est comme si je m'étais perdu, quand vint tout à coup m'apporter des nouvelles, ça y est, hein, c'est le grand amour. Hein. Et puis, comme vous le savez, dans une relation d'amour, une relation passionnelle, n'est-ce pas, on est sur les mêmes tréteaux, n'est-ce pas, on se donne la tirade, mais on ne vit pas la même histoire. On s'est trompé d'histoire, bien évidemment. Hein. Et à ce moment-là, quand ça casse, on dit putain, là, je me suis trompé, mais tu es con, en plus tu baisses mal, tu es radin, etc. Bon, et là, on devient réaliste. Et on découvre la personne telle qu'elle est, ou du moins, n'est-ce pas, telle qu'on peut la croire pour pouvoir s'en séparer. Sinon, ça se transforme, ça devient beaucoup plus doux. Voilà. Bien sûr, ce que je vous souhaite. Mais, voyez, donc, j'insiste beaucoup sur ce point. On est là, encore une fois, vers un point important. Alors, je voulais vous en parler, mais je n'en parlerai pas, je vous le mentionne juste au passage, n'est-ce pas? Comme dit très bien d'ailleurs Bloch, que l'attente du miracle, c'est cela qui fait le miracle. Et pourquoi est-ce qu'on y croit en miracle? C'est parce que les générations précédentes y ont cru, et qu'on s'y attend. Et parce qu'on s'y attend, quelque chose se produit, bon, surtout, bien sûr, avec les écrouelles, dont une partie guérissait spontanément, mais c'est un autre problème. Alors, juste pour terminer sur ce point, en gros, notre besoin de croire vient d'où? Et c'est là où on peut rendre un hommage appuyé aux révolutionnaires. Parce qu'un temps, ils ont accepté cette vérité nue d'être face à quelque chose qui est quoi? Eh bien, qui est quelque chose qui est face à la mort. Le pouvoir, quelque part, si vous voulez, qu'est-ce qu'il est? Il fait écran par rapport à la mort. N'est-ce pas? Souvenez-vous du tableau de Holbein, Les ambassadeurs. C'est formidable. Vous avez tous les attraits, tous les accessoires du pouvoir. Et vous vous déplacez, et par anamorphose, qu'est-ce que vous voyez surgir? Le crâne, n'est-ce pas, du cadavre, la mort. Vous l'avez aussi chez Richard II, chez Shakespeare. Souvenez-vous, au moment où il est destitué. Tous assassinés, car dans la couronne creuse, qui ceint les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour, la trône la bouffonne, raillant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle, une petite scène pour faire le monarque, être craint et tué d'un regard, lui insufflant une vaine opinion de lui-même, comme si cette chair, rempart de notre vie, était une citadelle de bronze, puisse être enjouée de lui, pour finir les biens, et avec une petite épingle, perce le rempart du château, et adieu. Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez de pièce extraordinaire de Shakespeare, n'est-ce pas? Quand Richard II est destitué, le miroir tombe et il se brise en morceaux. Eh bien, je crois qu'il nous faut, je sais que je n'ai pas le temps de faire très vite, mais il nous faut justement reconsidérer cette question d'un point de vue psychologique. Là aussi, je pourrais le développer plus longuement, il n'y a pas le temps. Nous avons besoin de croire à un autre comme si cet autre était notre principe de causalité. Nous avons besoin quelque part d'un Dieu qui soutient nos étoiles, n'est-ce pas? Parce que c'est terrible d'être seul. Seul, c'est d'une certaine manière, quand je parlais de mort, c'est la mort, bien sûr, en tant que la condition humaine, la finitude de la condition humaine, mais c'est aussi la mort en tant qu'une part de ce que nous ignorons dans notre psychisme et que nous attribuons à l'homme. Alors, ça, Macron, il a compris, hein, le 16 février 2017, à l'Obs, il dit, vous savez bien que le président, qui a plusieurs corps, est constitutionnellement le garant des institutions, de la dignité de la vie publique, mais il a un autre corps, cette responsabilité symbolique qui ne relève ni de la technique ni de l'action, elle est de l'ordre littéraire et philosophique. Ce qui était d'ailleurs à lui, c'est qu'il dit souvent des choses justes qui lui permettent de faire des actes fous. C'est un autre problème. Alors, c'est de cette mort-là dont je parle, et c'est aussi cela qui m'amène à la rapprocher, bien sûr, vous l'avez compris, la question du sacré ou du religieux. Encore une fois, si vous entendez religieux, non pas du côté de la religion, qui en confisque, si j'ose dire,
les choses, mais du côté de la spiritualité. Il y a une spiritualité laïque qu'on retrouve aussi bien chez Jaurès, par exemple, que chez Camus, deux personnes que j'admire beaucoup. Alors, aujourd'hui, justement, et depuis, pour aller vite, déjà même au moins 2 siècles, nous avons un désenchantement du monde. C'est-à-dire nous avons une désacralisation du monde. C'est-à-dire que de plus en plus, la rationalité est limitée à la rationalité instrumentale et ce que j'appelle, après Max Weber, la rationalité technico-pratique. C'est-à-dire, si vous voulez, la rationalité pratico-formelle. C'est-à-dire la manière de penser comme les affaires, voilà ce que j'investis, voilà ce que ça me rapporte, régler voilà, les situations pour que ça paye, et la rationalité formelle, c'est la rationalité du droit, hein, c'est-à-dire pour que ce soit conforme. Et là, en gros, il y a donc cette crise à l'intérieur même du pouvoir moderne, pour aller vite, et qui, encore une fois, de par la désacralisation du monde, de par le désenchantement, de par, encore une fois, la primauté de la rationalité pratique-formelle sur les autres modes, encore une fois, de rationalité, eh bien, a du mal à incarner, si vous voulez, l'autorité, et donc doit mettre en place d'autres formes de pouvoir. Alors là, peut-être juste pour faire la transition, citer aussi Foucault, qui me paraît très important, parce qu'il montre bien le rapport, si vous voulez, du pouvoir avec la violence. Il écrit, est-ce que cela veut dire qu'il va y chercher le caractère propre aux relations de pouvoir du côté d'une violence qui en serait la forme primitive, le secret permanent et le recours dernier. Ce qui apparaît en dernier lieu comme sa vérité lorsqu'il est contraint de jeter le masque et de se montrer tel qu'il est. Donc, si vous voulez, pour aller vite et simple, les violences auxquelles nous avons assisté ne sont rien d'autre que l'expression d'un pouvoir, mais d'un pouvoir qui est en train d'être sur voilà, sa vérité dernière. Sa forme primitive, c'est très important. Sa forme primitive et sa vérité dernière. C'est-à-dire que théoriquement, le pouvoir n'a pas à apparaître dans cette nudité-là. C'est sa vérité dernière qui le fait apparaître à ce moment-là. Donc, je fais vite, hein, je fais simple, mais je vais peut-être d'ailleurs laisser tomber plein de choses et passer tout de suite à la question du numérique. Hein. Bon, ce que je voulais poser, si vous voulez, comme thèse pour aller vite, c'est que, en gros, il y a un nouage entre les manières de se connaître, les manières de se fabriquer comme sujet éthique, les manières d'enseigner et les manières de gouverner. Et donc c'est la raison pour laquelle, à la manière de se connaître aujourd'hui par le numérique et les algorithmes, hein, ça on pourrait en reparler, les big data aujourd'hui vous donnent votre vraie personnalité, votre profil si j'ose dire, eh bien correspond au gouvernement politique des humains qui passe par la prédiction et la gestion numérique. C'est-à-dire que, en gros, c'est simple, nous sommes en train de passer dans une période de transition vers une post-démocratie. Nous n'avons plus besoin du luxe démocratique. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce que vous direz, si j'ose dire, aujourd'hui, les gouvernants. C'est-à-dire que, face à la crise de confiance, c'est pour ça que j'ai fait le lien des peuples dans le gouvernement démocratique, les États se réfugient aujourd'hui dans une gestion technocratique, bureaucratique, c'est ce que vous connaissez, que vous allez connaître de plus en plus, sauf si vous vous y opposez bien sûr, une administration quasiment numérique des populations. Et c'est aussi le meilleur moyen de les soumettre à une espèce de copulation avec, bien sûr, la logique de marché. Alors, pour vous donner un exemple très simple, vous êtes prêt à partir en vacances, vos bagages sont faits, vos chambres sont réservées, il n'y a qu'un seul problème, le gouvernement a annulé vos billets. Ça se passe en Chine, et des dizaines de millions de Chinois sont sanctionnés parce que leur score de crédit social a été dégradé. Comme la Chine, vous le savez, s'est appropriée la maîtrise des nouvelles technologies, elle devient sous nos yeux un leader dans ce domaine. Big data, reconnaissance faciale, algorithmes prédictifs n'ont plus de secret pour les Chinois. Ils sont passés maîtres. Ces nouvelles technologies sont destinées à surveiller la vie des gens dans le moindre recoin de leur vie. Leurs comportements sont notés et leurs indices de conformité aux normes en vigueur sont transmises aux autorités. L'Empire du Milieu est en train de construire un gigantesque réseau social fort de 1,4 milliard de personnes. Chacune d'entre elles est notée en fonction de son comportement dans la vie quotidienne, capturée, si j'ose dire, par 200 millions de caméras de vidéosurveillance, et on en annonce 400 millions pour 2020. Donc une population entière,
on va y revenir, mais une population entière de plus d'1 milliard de personnes, surveillée dans le moindre de ses gestes et notée en fonction de ses comportements. On vous donne, je crois que c'est 800 ou 900 points, et puis en fonction, si vous voulez, de votre conduite, eh bien on défalque des points. Donc vous traversez la rue alors que le feu est au vert, bon, votre visage instantanément reconnu par le caméra de surveillance installé non loin de là, une voix d'ailleurs de surveillance diffusée par haut-parleur vous lance une injonction de reculer immédiatement, et votre score social va être dégradé, et c'est très important parce que ce score social vous donne le droit de voyager, mais ce score social vous donne aussi le droit de vous inscrire dans certains établissements, vous inscrire dans certaines universités, d'accéder à certains soins et pas à d'autres. Et donc, vous voyez, c'est un point très important. On n'a pas le temps, je vais faire très très vite, mais vous voyez, c'est une autre façon de gouverner. On n'a pas besoin de croire là. On n'a pas besoin de relations de pouvoir au sens où j'en parlais avec Foucault, c'est de sujet libre. En gros, nous sommes quadrillés dans une société normalisée qui ressemble de plus en plus à une société animale, c'est d'ailleurs ce que disait Canguilhem il y a 30 ans, où chaque individu n'est qu'un segment de l'espèce en vue d'une production collective. Et donc vous êtes, en gros, ça, je fais vite, je fais ça, mais ça, c'est en train de passer dans les métiers. Alors, on en parlera sûrement dans le débat, mais il s'agit de plus en plus, non pas de vous former en vous invitant à former des élèves qui penseraient, il n'y a même plus, si j'ose dire, la question d'inégalité, de culture, c'est pas ça. On a besoin de tailoriser l'ensemble de la population pour qu'une toute petite partie, c'est ça la réduction de la classe moyenne, une toute petite partie, une oligarchie, en quelque sorte, puisse, si vous voulez, décider et faire des affaires. Donc, on n'a plus besoin de gens dévoués, compétents, pour en permettre une progression sociale, un progrès social qui va être sanctionné par une progression sociale. On a besoin de ça. On a besoin, je répète, d'une prolétarisation généralisée des populations. N'oubliez quand même pas que le travail étant aujourd'hui l'organisateur social, il va de soi que les normes que vous allez acquérir sur les lieux professionnels ou sur les lieux des études, pour apprendre les élèves, n'est-ce pas, eh bien ces normes-là, elles sont en quelque sorte intériorisées, elles viennent entre cuir et chair, et ensuite vous allez les appliquer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale. Et c'est pour ça que vous allez aller sur des sites de rencontres, comme vous vous présentez à un entretien d'embauche, en donnant le même profil. C'est-à-dire que quelque part, vous voyez, il y a cette damnation, si j'ose dire, dans la normalisation, de reproduire, d'actualiser ailleurs que sur le milieu professionnel, n'est-ce pas, ce que vous avez en quelque sorte acquis là. Alors, pour faire, vous me laissez 5 minutes, alors ça va 5 ? Il nous reste 10 minutes. Bon, alors j'en prends 3. C'est un peu triste, mais bon, alors. 15 minutes. On sera disputé par le groupe suivant. Un quart d'heure, vous avez 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Allez-y. Alors, bon, donc si vous l'avez compris, c'est une autre manière. Je veux dire, alors, bien sûr, il y a la Chine comme dictature numérique, comme système totalitaire, mais j'ai pas le temps, je ne le sais pas, mais on avait, avec Marie-Josée, présenté ailleurs un travail pour montrer que ça se passe autrement, et ça se passe déjà dans les services sociaux en Angleterre, etc., où on est dans Minority Report. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de votre profil statistique de population, vous allez avoir droit ou pas d'élever vos enfants. Et on va, en quelque sorte, vous enlever vos enfants et les faire adopter ailleurs. Regardez le très beau documentaire, n'est-ce pas, Les enfants volés d'Angleterre, ça m'évitera d'avoir le détaillé, où on voit tout à fait qu'en gros, aujourd'hui, n'est-ce pas, en quelque sorte, vous allez être sanctionné pour un acte que vous n'avez pas encore accompli. Et ça, c'est une autre manière de gouverner. Vous voyez, même par rapport à ce que je vous ai raconté peut-être trop longuement tout à l'heure, on n'est plus dans la croyance, dans la fiction, dans le récit. On va pleurer sur le récit national dans une France en archipel. Bon, on n'est pas là. Il s'agit de gérer des populations au bénéfice d'une toute petite oligarchie. C'est ce point qui est très important. Alors, pour terminer, vous voulez, donc je passe là-dessus, vous avez compris, c'est un système qu'on a connu, enfin, on l'a beaucoup dénoncé à l'appel des appels, mais c'est Taylor. Lisez l'ouvrage de Taylor, 1911, d'Organisation scientifique du travail, c'est quoi? Ce dont vous parliez tout à l'heure, ce dont vous avez parlé pendant 3 jours, c'est ça, c'est la taylorisation du métier d'enseignant.
on casse le métier d'enseignant, le métier d'élève. On casse le métier d'élève. On en fait des producteurs. Là aussi, on n'a pas le temps, on en parlera tout à l'heure pour l'évaluation. On en fait en gros des producteurs de réponses à des chaînes automatiques des tests scolaires nationaux et internationaux. Ils sont assignés à une place. Et du coup, vous n'allez pas enseigner en fonction de ce que vous avez le désir d'apprendre et de faire apprendre, vous allez enseigner en fonction de la réussite au test. Nous, on a connu ça en médecine avec des QCM. Bon. Alors, on va faire vite et on va faire ça. Donc, vous voyez, en gros, le tailoring, c'est quoi? Le tailoring, c'est décomposer un acte artisanal, un acte professionnel, en modules de comportement par des experts qui vont le rationaliser, qui vont donc le fragmenter, le rationaliser, le techniciser. Et en gros, on va dire, n'est-ce pas, aux ouvriers, on va leur dire, eh ben, on va doubler votre salaire par des primes de rendement en fonction justement d'une évaluation individuelle, c'est très important, de la production. Eh bien, si vous voulez, c'est la même chose aujourd'hui. Vous allez avoir Saint-Gilles avec son conseil scientifique de l'éducation nationale qui va décomposer en fonction de ses théologies. Parce qu'il n'y a qu'un positiviste pour croire que la science est neutre. Hein. Comme disait Jaurès, il n'y a que le néant qui soit neutre. Eh bien, et décomposer en quelque sorte les tâches que vous avez à accomplir, les algorithmes dont je parlais. Hein. Nous avons, dit-il, c'est le cerveau qui apprend à lire, et c'est les algorithmes qui sont absolument formidables, et c'est juste simplement de les reprogrammer. Et bien on va vous reprogrammer. On va vous reprogrammer de manière à ce que vous puissiez reprogrammer les logiciels de vos élèves. Et donc, ce qui est très important dans cette taylorisation, c'est que vous avez des experts qui savent, et puis vous avez des exécuteurs. Et donc c'est ça la prolétarisation. C'est la confiscation de la capacité de penser, de décider, de faire, n'est-ce pas? C'est votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être qui sont confisqués par les machines. Simplement, ce ne sont plus des machines mécaniques, ce sont des machines abstraites, immatérielles, n'est-ce pas? Qui vont vous dire ce que vous devez faire parce qu'elles auront été chargées en plus au préalable, n'est-ce pas? À la fois par des intérêts politiques et à la fois par, je dirais, du naturalisme, ou de la naturalisation de la science. Alors je termine comme ça par deux citations qui permettront d'ouvrir le débat. La première, elle est d'Alexis de Tocqueville. Vous allez comprendre pourquoi il est plus possible de penser en termes de démocratie et de citoyens si nous tombons un peu plus sur cette pente-là. Il est en effet difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire. Et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs. Or, nous sommes asservis aux machines. Nous sommes venus grâce, bien sûr, à Waze, grâce à un GPS, etc., dans notre vie quotidienne. Et donc, vous allez devenir, d'une certaine manière, si je veux dire, des GPS par rapport au savoir que vous avez à transmettre, qui auront été cartographiés et programmés par le pouvoir. Il ne faut pas casser le numérique pour autant. Et je termine avec Bernanos, bien sûr, la France contre les robots. Le danger n'est pas dans les machines, sinon nous devrions faire ce rêve absurde de les détruire par la force, à la manière des iconoclastes qui, en brisant les images, se flattaient d'anéantir les croyances. Le danger n'est pas dans les multiplications des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès la plus tendre enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Là est le danger. Merci. On va faire un petit tour de parole puisque on est là pour causer. Oui, je vais prendre le micro s'il y en a qui veulent intervenir sur l'ensemble du sujet autorité, pouvoir à l'ère du numérique. Là. Il y en a un autre? Ah, pardon. Ouais, c'est ça. Là, faut monter. Voilà, ça marche. Allô, 1, 2, 1, 2, non. Allô, on m'entend pas. Non, ça c'est plus que sinon, si vous voulez venir poser des questions. Ah, ça marche. Ça marche. Qui veut poser des questions? Bonjour. Merci. Si, il marche. Oui, alors, je
suis content de vous avoir entendu, mais en fait, j'attendais pas ça en fait parce que je pensais plutôt qu'on allait parler de la façon dont le numérique allait pouvoir nous aider à transformer la relation d'éducation. Donc c'est pas justement, votre discours dit que le numérique c'est juste une commande pour transformer les élèves comme le pouvoir l'entend. Or le problème c'est que nous on fait face quand même à une perte d'autorité. On fait face à une perte d'autorité quand même assez importante qu'on peut voir avec par exemple l'augmentation permanente des bavardages des élèves qui contestent sans cesse en fait le fait qu'on ait une parole magistrale qui tombe, qui leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent entendre, ce qu'ils doivent écouter, ce qu'ils doivent... voilà, donc ça c'est un véritable problème auquel on fait face. Et donc c'est plutôt la question comment le numérique, moi j'attendais, bon, c'est un autre angle bien sûr, comment le numérique peut nous aider à retrouver une forme d'enseignement qui est adaptée. Aujourd'hui, le numérique me semble incontournable. Il est incontournable, il est là. Quand vous dites Waze est là, oui, c'est vrai que voilà, c'est par le numérique, par nos mails, par ça qu'on est là. On est sans cesse en train d'être on est tous sur le numérique. Les élèves sont sans cesse sur le numérique, ils ont passé 2 mois de vacances sur leur portable, il faut le savoir. On va retrouver des élèves qui ont fait ça. Donc, on peut pas y échapper. Je vois pas comment y échapper. J'avais juste, je vais essayer de faire court aussi, parce que, voilà, je dirais, je suis pas d'accord sur 3 choses avec vous. Je dirais, quand vous dites que le numérique, c'est pas du dialogue, moi je dis le numérique, justement, c'est la possibilité d'un dialogue permanent en fait, avec les élèves. Les élèves sont tout le temps en train de chatter, sont tout le temps en train de parler, sont tout le temps sur leur SMS. Et il faut utiliser ça. Il faut utiliser, ça parle, ça pense. Et comment on fait avec ça deuxièmement, on ne peut pas voir le numérique uniquement comme une forme de surveillance. Votre angle, c'est vraiment le numérique, c'est de la surveillance. Or, à l'origine, le numérique, c'est l'émancipation, c'est changer la société. C'est pas changer la société, c'est changer les individus sans la société. C'est changer nos façons d'être, justement, par la collaboration, par l'idée. Voilà. Et voilà, donc, comment, justement, c'est la question du départ, hein, c'est comment faire, nous, par rapport à ça. Merci. D'autres interventions? Je suis intervenant parce qu'il permet d'illustrer une chose, c'est, moi je pense, bon, je vous remercie déjà, je pense que la plus forte des croyances, c'est ce qui a été illustré là, c'est la croyance dans le progrès. Hein, il y a cette phrase, on n'arrête pas le progrès. Bien de voir là, enfin, je suis désolé, mais le numérique malheureusement ne fonctionne pas. Et c'est un prof de physique, hein, je travaille là-dessus. Justement, j'ai eu vraiment des bons résultats. Et je pense que sa démonstration a été remarquable en ce sens, et la question des croyances reste la première des questions, c'est-à-dire en quoi on croit. Là, moi, je voulais rebondir sur le titre, sur le sous-titre de votre livre, donc la nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron. C'est vrai qu'on pouvait au début penser à un moment Macron qui pouvait tenir, et là maintenant on est plutôt sur le fil, on est sur la minute Macron. Est-ce que Macron peut encore tenir 3 ans comme ça? Je vous remercie, je vous laisse répondre, monsieur, et éventuellement répondre à ma petite question. Oui, alors, je vous remercie beaucoup. Bon, alors, il faut vous dire d'abord, j'ai l'habitude de le dire pour ceux qui me connaissent depuis quelques décennies, très franchement, que j'ai été un petit peu perturbé au début parce qu'il y avait très peu de monde. Hein, bon, donc je me suis dit comment je vais surfer pour pas que ça soit trop académique, trop emmerdant, etc. Bon, alors, Ellul, bon, c'est très simple, on le cite abondamment dans tous nos travaux. Je vais être très simple. J'ai écrit une vingtaine de bouquins pour Alévi. Il est très présent dans les 6 ou 7 derniers. Hein. Le système technicien, c'est sûr. Bon, donc, d'accord pour les deux. Sur le progrès, je commence comme ça parce que c'est le plus simple. Sur le progrès, tout à fait d'accord. Je vous l'ai dit, moi je suis admirateur de Walter Benjamin, qui m'inspire beaucoup. J'écris beaucoup sur lui en ce moment. Pour Benjamin, c'est un mirage et une illusion que cette flèche du progrès, qui repose en quelque sorte sur une conception quantitative et homogène du temps, ce qui n'est pas, comme vous le savez, ce qui n'est pas le cas. Donc,
mais il y a une phrase qui va me permettre de résumer, elle est de George Orwell qui dit quand on parle du progrès, je demande toujours s'il nous rend plus humains ou moins humains. Donc c'est mon adhésion. Sur l'histoire du progrès, je peux vous parler pendant 2 heures si vous voulez, mais on n'a pas le temps. Sur la question, si vous voulez, je reviendrai après à la vote, sur la question en quelque sorte de la technique. Oui, moi de toute façon, j'ai répondu à une demande et j'ai dit, si vous voulez, moi je vous parle d'autorité et pouvoir parce que je parle beaucoup à la suite de mon bouquin de cette question. Donc effectivement, je n'avais pas pensé à savoir la question de comment vous pourriez utiliser le numérique en termes de vecteur d'émancipation. Mais je suis convaincu, et là aussi, je le dis, je le redis, mais on ne peut pas en 40 minutes ou 45 minutes, encore une fois, exposer ce qu'on a mis des années à élaborer laborieusement, si je peux jouer sur ce pléonasme. Donc il va de soi que pour moi la technique c'est la langue des autres, c'est-à-dire elle peut apporter le pire et le meilleur. Tout dépend, c'est pour ça que j'ai terminé avec Bernanos quand même, tout dépend de ce qu'on en fait. Voyez. Alors c'est vrai que j'ai insisté sur l'assujettissement, et si vous êtes ici c'est bien parce qu'il y a des mails, s'il y a eu les printemps arabes c'est bien parce qu'effectivement il y a des mails, alors, ça va de soi, je veux dire, je ne vous ai jamais dit que la technique en elle-même, c'est pas ça. Alors, par contre, là où je suis en désaccord complet avec vous, et vous verrez, si vous jetez un œil dans mon bouquin, c'est sûr, on n'arrête pas d'être en relation parce qu'on est en connexion. Eh bien non. La connexion et la relation, c'est pas pareil. Et là, je m'appuie en tant que psy, pour aller vite, sur l'émergence, au Japon notamment, mais ça arrive aussi en Europe, de ce qu'on appelle l'otakisme, ou aussi les hikikomori, c'est-à-dire ces jeunes hommes, ces adolescents, souvent des hommes, qui ne sortent plus non seulement de leur maison, non seulement de leur chambre, mais surtout de leur ordinateur, de leur écran. Et ils ont complètement décroché, et scolairement, et professionnellement, et familialement, et ils n'ont pas de relation. Je suis désolé, n'est-ce pas? On peut être, j'avais fait un texte en Libération qui s'appelait « Tous connectés », n'est-ce pas? Tous désolés. C'est-à-dire qu'en gros, regardez par exemple les solutions qu'on trouve pour les personnes âgées, c'est on met en place des systèmes, si vous voulez, technologiques pour les extraire de leur solitude et de savoir si elles sont malades, si elles tombent, etc. C'est pas pareil. C'est pas pareil de toucher quelqu'un, de lui parler, de le sentir, de le voir et de se connecter. Alors là aussi, il faut lire un bouquin qui est extraordinaire, qui s'appelle Fake. Parce que vous dites bavardage, mais nous sommes dans une société de bavardage. Comment voudriez-vous que vos élèves soient autrement? Comment voudriez-vous qu'ils soient autrement? C'est là que j'essaie de vous dire, je l'ai dit maladroitement, et je m'en excuse dans le temps qui m'était imparti et dans la position qui était la mienne, mais en gros, ils ne sont rien d'autre que le reflet, le symptôme de ce qui se met en place en termes de mœurs, en termes de civilisation de mœurs. Alors, c'est pas la même chose. Toucher, sentir, voir. Donc lisez Face, n'est-ce pas, c'est de Mengini, Joe Mengini. C'est un type qui va devenir complètement dingue en se créant des avatars pour avoir des rencontres. Il a des centaines de rencontres, n'est-ce pas, où il se met en tant qu'avatar féminin, masculin, jeune, vieux, tout ce que vous voulez. Et il est un avatar. Il est la configuration d'un avatar. Et c'est pas du tout la même chose. Donc ils sont en moyenne en France 5 heures à 6 heures sur leur portable, aux États-Unis 8 heures, n'est-ce pas? Ça n'est pas sans rapport avec le trouble de l'hyperactivité où ensuite on va leur balancer la Ritaline, c'est un problème. Ça n'est pas sans rapport avec le bavardage, avec, si vous voulez, en gros c'est un rapport au temps, mais là aussi, j'ai beaucoup écrit sur cette question du temps, d'ailleurs qui est en train de nous rattraper, si j'ai bien compris. Dans une société, du court-termisme, dans une société de la vitesse, justement, vous n'avez pas le temps de nouer une relation. Et ça, c'est... Voilà, Vous savez, il y a une phrase de Lyotard Jamien, il dit « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser dans qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. » Effectivement, tout est mis en place. C'est très important parce qu'un des critères, on en parlera sur l'évaluation, mais un des critères de valeur, c'est de faire vite. Vite, court et sale.